Le dernier épisode, nous avions factorisé la partie qui faisait une avance rapide sur le curseur de History Dispatch, de Dispatch History. Donc, on va faire plutôt ça. Voilà, donc nous avons extrait la fonction cursor-seek en déplaçant cette partie du code en fait de la fonction dispatch history qui faisait en gros l'avance rapide sur le curseur pour trouver la bonne position dans la base de l'event ID recherché par le client. Mais j'avais oublié de faire quelque chose d'essentiel qui était de passer les tests. Et bien évidemment, les tests ne passent pas. D'accord, on va voir ça. Donc, vous voyez là, ça bloque, mais là, ça ne se voit pas vraiment. Donc là, ça bloque précisément dans le test block topic selector history. On va voir ce qu'il y a dans ce test. Donc voilà, test block topic selector history. Donc ça commence par créer un transport. Ensuite, ça dispatche précisément 4 updates, 4 événements, numérotés de 1 à 4. Ensuite, ça crée un nouvel abonné, new subscriber, qui s'abonne avec en paramètre le earliest last event ID. Earliest last event ID, en fait, c'est une constante qui contient la chaîne de caractères earliest, tout simplement. Et ça sert à indiquer le fait que le client veuille avoir tous les événements depuis le début, tous les événements que contient la base. Et c'est là que ça bloque, en fait. Donc, il met le topic, il ajoute le subscriber. Et ici, en fait, ça, la petite flèche là, c'est un channel. Donc, cette instruction-là, en fait, ça bloque en attendant que de recevoir les données du channel. Et c'est pour ça que ça bloque. Donc, réellement, il n'a pas reçu la donnée qu'il attendait. Donc, en fait, il s'attendait à recevoir une donnée et il ne l'a pas reçue, donc ça a bloqué. Donc on va voir pourquoi, en fait. Alors, ça c'est notre cursor seek. Et donc en fait, ici, quand on lance le dispatching des événements, en fait, avant, il y avait une instruction qui lui disait de transmettre tout l'historique s'il recevait ce earliest last event ID. Ici, il n'y a aucun test qui dit ça. Donc on va voir dans le code que nous avons factorisé. Donc vous voyez là, cette instruction ici, en fait, after from ID est initialisée à la valeur à la valeur de l'égalité de requested last event ID qui est demandé par le client sur
le earliest last event ID qui est la constante. Donc si le client demande earliest last event ID, after from ID est true. Du coup, dans la boucle ici, donc ce test, il passe et il ne boucle pas ici, donc il passe directement au dispatching de l'historique. Donc c'est ce test-là qui malencontreusement a été oublié, j'ai oublié en extrayant la fonction. Donc je vais le remettre en place. Donc je vais le remettre ici. Donc je vais mettre if, mon test. Et donc le test, en fait, ça consiste à tester si le client demande le earliest last event ID, et dans ce cas-là, donc on dispatche tout l'historique, c'est-à-dire tous les événements qui sont dans. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est ce cursor seek, cette fonction, qui initialise en gros le curseur à la position demandée par l'utilisateur, par le client. Mais si en fait le client va demander, comme ici, earliest last event ID, en fait, il demande toute la base, et donc du coup, on va réinitialiser le curseur à first, comme c'était avant. Donc comme ça, donc il commence au début de la base de données et il dispatche tous les événements. Mais le code comme ça, il fonctionne pas vraiment parce que ici, dans ma boucle for, en fait, ça commence par un next, c'est réinitialisé par un next. Donc, en réalité, on va commencer par le deuxième élément puisque ici, c'est first. Et donc, c'est initialisé encore une fois à next, donc ça sera le deuxième élément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer cette boucle for. Et mettre une autre forme, donc je vais mettre ça ici temporairement. C'est pas la bonne position pour cette initialisation. Je vais enlever cette partie et la mettre. Donc cette partie, c'est en fait l'incrémentation de la boucle, la partie incrémentation de la boucle. Je vais la mettre à la fin. Donc en fait, j'ai divisé ma boucle. C'est une autre forme de la boucle for qui est dans Go, qui est la boucle for qui commence uniquement par un test. Donc tu as la partie initialisation qui est en dehors de la boucle et la partie incrémentation qui est à l'intérieur de la boucle. Donc comme ça pourrait marcher, mais le problème c'est que ici, j'ai toujours le même problème, c'est que si j'ai mon first ici, mon next il va arriver après et j'aurai le deuxième élément au lieu du premier. Donc je vais faire un else. Voilà. Et comme ça devrait marcher. Alors, ça devrait marcher, sauf que si je fais ça, le compilateur va se plaindre. On va le voir. Il va se plaindre en fait parce que ici, pour lui, je suis en train d'initialiser deux variables que je ne suis pas en train d'utiliser dans le bloc. Parce que pour Go, le contexte, c'est toujours le bloc. Donc ici. Donc il va se plaindre de la non-utilisation de ces variables. Vous voyez? K declared not used, V declared not used, etc. Donc, on revient à notre fonction dispatch history. Ok.
Et ce que je vais faire, c'est tout simplement de les initialiser en dehors des blocs. Donc K et V sont tous les deux des tableaux d'octets. Voilà. Et ici, en fait, je vais tout simplement changer l'initialisation en une affectation. Donc, comme ça, ça devrait pouvoir marcher. Testons. Ah, j'ai un fail. Alors, mon fail me dit... D'abord, c'est dans les tests de subscribe et dans test unknown last event ID. Donc ça me dit que cette fonction, ce test s'attendait à A, mais il a reçu earliest à la place. Donc je suppose qu'il s'agit de l'id, mais on va voir ça. Alors voici notre test. Donc là, il commence par créer un transport de test. Ensuite, il dispatche sur le transport un événement, un update, avec comme ID A. Ensuite, il crée un wait group. Un wait group, en fait, c'est un mécanisme de blocage, de synchronisation, en fait, auquel il ajoute deux méthodes ou deux go-routines à attendre. Donc précisément, il faut ce wait group, il faut qu'il attende deux routines jusqu'à ce qu'elles complètent. Donc là, on initialise le wait group et à la fin, en fait, on attend. Voilà. Wait group, wait. Donc ici, tout le test, il va attendre que les deux go-routines soient finies. Donc ici, dans la go-routine, on fait le defer down. Ça veut dire que ce signal va être envoyé une fois que la fonction a été terminée. Et là, donc, on commence par créer un contexte et créer un nouveau test HTTP, une nouvelle requête HTTP de test. Ici, donc, ça c'est la réponse attendue, je pense. Non, ça c'est la réponse qu'il va recevoir, response tester. Et la réponse attendue, c'est A, dans ce cas. Et donc, il va la comparer au last event ID qu'il a reçu par le serveur. Donc, a priori, il a reçu par le serveur. Donc, si on regarde ça, donc il a reçu earliest à la place de A. Comme earliest, c'est la constante, on va voir pourquoi il a reçu earliest à la place de A. Alors, donc, d'abord, response last event ID ici, elle est initialisée à earliest last event ID. Et dans la boucle for, ici, il teste si K est différent de nil. C'est-à-dire que ici, donc, tu as le curseur. Si il te retourne nil, ça veut dire qu'on est à la fin de la liste des événements dans la base. Et donc, ça ne sert à rien de boucler, on passe directement à la suite. Donc, par la suite, donc, il fait un history dispatched
qui est le signal donc pour faire le dispatching, avec pour la fin de la fin de la requête, et il dispatche le response last event ID, et c'est là que en fait il reçoit le earliest last event ID, parce que là donc on l'a initialisé ici avec earliest last event ID, et s'il saute toute cette boucle for, il va dispatcher ici le earliest last event ID comme prévu. Alors quand est-ce que ça arrive ça arrive quand le cas est nil. Donc comme ici donc on a first, dans quel cas le cas est nil. Donc ici on a first, donc c'est le premier élément, et si il n'y a aucun élément dans la base, donc on va évidemment recevoir nil, sauf que on a déjà traité ce cas ici, donc cursor seek, si il n'y a pas d'élément dans la base, donc no data, on retourne nil dès le départ. Donc c'est pas dans ce cas-là qu'on est. Donc on est dans le cas où c'est le next, c'est bien le next qui retourne un cas qui est nil. Donc on est à la fin en fait de la base, des éléments dans la base. Donc ce qui s'est passé en réalité, c'est que notre cursor seek n'a pas trouvé l'élément dans la base, donc il a retourné un curseur initialisé à la fin de la base. Du coup, notre si next ici, il va retourner un cas qui est nil, une clé qui est nil. Et c'est pour ça qu'on saute toute la boucle for et qu'on reçoit le earliest. Donc l'erreur, c'est qu'on reçoive le earliest dans ce cas-là. Donc ça, c'est exactement le cas où on ne trouve pas l'idée demandée par l'utilisateur dans la base. Et ce cas-là, il est traité en fait à la fin, ici en fait, avec ce test qui est pas très joli en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le remonter au début de la fonction, puisque c'est le même test en fait qu'on est en train de faire deux fois. Et ça nous permettra en même temps de nous débarrasser du deuxième test qui est un peu bizarre. Donc je vais faire le test précisément ici. Donc je vais faire if k égale nil. Ouais. Ok. Je me suis un peu perdu. Donc voilà. Donc ce test-là va être transformé tout simplement en if k égale nil. Donc si le cas égale nil, donc on va loguer le fait, donc can't find request last event ID, le fait qu'on n'a pas trouvé l'idée demandée par l'utilisateur. Et ça ne suffit pas, puisque ça ne va pas arrêter la requête. Ça va pas, donc il faut qu'on dispatche le history comme prévu. Donc il nous faut cette instruction history dispatch pour terminer la requête, sinon tout va bloquer. Et par contre ici, donc, ce qu'on va dispatcher, donc on a dit, c'est le last event ID qui, ça tombe bien,
et déjà une propriété du transport. Je vérifie que j'ai la bonne syntaxe. Ok. Et return pour finir, parce qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin du coup. Donc ça devrait marcher. On va passer les tests. Pardon, il y a un truc qui bloque. On va vérifier. Donc il y a notre Bolt Transport History qui bloque encore une fois. Alors, où est notre Bolt Transport History? Ok. On va voir pourquoi ça bloque. Donc, ici, ça crée un transport. Ça dispatch un update. Ça crée un subscriber. Ça boucle. Ah, et ça s'attend à ce que les... Ok. Ici, donc, ça crée plusieurs updates. Donc, de 1 à 10. Avec des idées qui vont de 1 à 10. Donc le subscribe, il fait une inscription en donnant le last event ID, en demandant le last event ID qui est après le 8. Donc on s'attend ici à ce qu'ils reçoivent le 9 et le 10. Mais ça bloque. Donc voyons voir pourquoi ça bloque. On doit avoir fait une erreur quelque part. Ok, ça c'est un nouveau code.
Ah. Ok. Je suis retourné à 100. Donc là, en fait, mon return nil, il était en dehors de la boucle, en dehors de la condition. Donc je suis pas censé retourner si je trouve pas, si je trouve l'idée demandée par l'utilisateur. Donc ça doit être ça. On repasse le test. Ok, ça passe. Testons. Donc, on va s'inscrire, publier 3 updates. On va demander, comme last event ID, la deuxième update, c'est-à-dire que c'est le dernier update qu'on a vu. Et normalement, il devrait nous retourner cette update-là. Unsubscribe, subscribe, ça marche. Comme j'ai fait mes tests cette fois, donc il me reste plus qu'à faire le commit.